Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vk.fr pour cette nouvelle webconférence, 5e webconférence aujourd'hui du printemps de la recherche en éducation qui a débuté le 29 mars dernier, cycle de 11 conférences en ligne initiées et organisées par le réseau des INSPE. Alors, ce cycle se déroule du 29 mars au 1er juin 2021 et sera ponctué par une table ronde virtuelle le 31 mai. Alors, l'objectif de ce printemps de la recherche est de promouvoir, de mettre en évidence les apports des recherches en éducation et leur lien avec la formation des enseignants et personnels d'éducation. La formation des enseignants a besoin d'articuler les différents apports des recherches de manière interdisciplinaire et c'est bien là tout l'objet de ce cycle animé par le réseau des INSPE. Alors, la thématique de cette 7e édition du printemps de la recherche est développer l'esprit critique des élèves, enjeu pour la formation des enseignants et personnels d'éducation. Alors, en vous inscrivant à cette webconférence, je vous rappelle que vous êtes automatiquement inscrit pour le cycle dans son ensemble. Vous pouvez retrouver toutes les dates de vos rendez-vous sur le site du réseau des INSPE ainsi que sur la page dédiée sur vk.fr. Au cours de cette webconférence et de toutes vos webconférences d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions en direct aux intervenants via la fenêtre questions, le petit chat qui se situe à droite de votre écran. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dès à présent et profitez de cet espace d'interaction et d'échange. J'ajoute que le support utilisé au cours de cette webconférence pourra être téléchargé et diffusé à partir du site du réseau des INSPE. Ce 5e rendez-vous du printemps de la recherche en éducation est consacré à la philosophie avec les enfants. Philosophie avec les enfants, pourquoi et comment? Alors, pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Edwige Chirouter. Vous êtes maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches en philosophie et sciences de l'éducation de l'Université de Nantes, titulaire de la chaire UNESCO pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale, membre du Centre de recherche en éducation de Nantes, et Madame Ophélie Desmond, vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'INSPE de Paris, Université Paris 4 Sorbonne. Vous serez la modératrice de cette webconférence et en cela, c'est vous qui serez l'interface aujourd'hui avec le public. Merci au réseau des INSPE d'avoir choisi VK comme partenaire. Très bonne conférence à toutes et tous. Madame Desmond, je vous laisse la main, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas être très longue, donc je vais très vite laisser la parole à Edwige Chirouter. Je précise simplement, donc, comme il a été dit, donc, que vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches et vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages importants sur la question de la philosophie avec les enfants. On peut citer par exemple L'enfant, la littérature et la philosophie, qui est paru à l'Harmattan en 2015, et Atelier de philosophie à partir d'albums de jeunesse chez Hachette également en 2015. Voilà, je vous laisse la parole immédiatement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais tout de suite partager mon écran et j'espère que vous voyez bien. Ophélie, vous me confirmez que vous voyez bien mon PowerPoint? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Ben, on y va pour une quarantaine de minutes de conférence suivie d'un moment d'échange. Donc, vous aurez accès au PowerPoint. Donc, toutes les références que je vais citer, vous pourrez les retrouver dans le document. Pourquoi et comment donc philosopher avec les enfants? Alors, je commence cette conférence par la description d'une image qui est tirée d'un documentaire que je vous invite vraiment à regarder si vous ne le connaissez pas. Ce n'est qu'un début, qui est sorti en France en 2010. Et ce qu'il y a de très inspirant dans ce documentaire, c'est déjà qu'ils ont filmé pendant 2 ans les mêmes enfants d'une école maternelle dans l'académie de Créteil. Et donc, c'est déjà l'impact temporel long.
ce n'est pas parce que la philosophie serait un exercice facile qu'on pourrait le faire avec les enfants, c'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt. Donc, j'insisterai beaucoup sur l'exigence, la rigueur, la difficulté, l'effort, le travail que nécessite la philosophie et que, comme toute pratique ambitieuse et exigeante, elle va demander du temps, de la patience, de la régularité pour pouvoir progressivement, patiemment et jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour moi, c'est vraiment un chemin, voilà, qui dure tout au long de la vie pour essayer de parvenir à quelque chose qu'on appelle le penser par soi-même, la pensée critique. Voilà. Donc, ce sont toutes des habiletés de pensée, des compétences, voire des qualités qui se développent dans la pratique de la philosophie. Et voilà le pari. Comme ce n'est qu'un début pour ces enfants de moyenne et de grande section. Et donc là, vous voyez, ce documentaire, il nous montre les effets auxquels peuvent déjà avoir accès des enfants pendant 2 ans de pratique régulière, 1 heure d'atelier philo par semaine. Et donc, on voit les progrès. Et ça, c'est quand même, notamment pour ceux qui pratiquent, hein, les professeurs des écoles. Hein, moi, je suis formatrice à l'INSPE, donc ce sont des étudiants futurs professeurs des écoles qui débutent dans le métier, qui débutent aussi pour eux. Ce n'est qu'un début aussi pour eux, la pratique des ateliers philo. Et les premiers ateliers, c'est vrai qu'on peut être déçu parce qu'on trouve que ça va pas loin, ça tourne en rond, ils s'écoutent pas. Nous-mêmes, on a du mal à trouver notre posture. Et ben, tout ça, c'est normal. Ça va demander encore une fois du temps et de la régularité. Donc, regardez ce documentaire et vous voyez au bout de 2 ans les résultats et ça donne quand même, vous voyez, un peu d'espoir, surtout quand on débute dans ces pratiques, ce que ça peut donner quand, une fois encore, hein, on est patient et régulier dans cette pratique. Dans cette image aussi, on voit que Pascaline, la maîtresse, est assise avec les enfants. Il y a une forme d'horizontalité, là, ici, qui s'instaure dans ce qui va s'appeler la communauté de recherche philosophique. On est assis tous ensemble et on va s'emparer d'une question qu'on se pose depuis toujours. C'est une question intemporelle. Et l'horizontalité, elle est là aussi pour signifier que quand on a 45 ans, quand on a 50 ans comme la maîtresse ici, cette question, on se la pose toujours. Donc, c'est instaurer aussi un certain type de rapport au savoir. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une loi juste? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? À quoi on reconnaît qu'on aime vraiment quelqu'un? Voilà des grandes questions universelles, intemporelles, qui traversent les siècles, mais qui traversent aussi l'existence. Et le maître et la maîtresse, quand il va poser la question aux élèves, eh bien, il n'a pas la réponse. Voilà. Il a des idées, il a des convictions, il a des opinions, il a des croyances, mais personne jamais ne trouvera la réponse unique, objective à la question qu'on se pose ensemble aujourd'hui. Donc, cette forme d'horizontalité qu'on voit dans l'image aussi. La petite bougie, voilà ici, qui est un peu le rituel pour commencer. Et les lumières, c'est joli comme symbole là ici, pour signifier que ça y est, on se met à penser et à réfléchir ensemble. Et puis, il y a les albums qui sont là par terre, qui sont au centre du dispositif. Et je vais beaucoup vous parler de l'importance d'avoir des médiations culturelles pour pouvoir réfléchir sereinement. Et donc, j'aime bien cette image parce que là, on voit que Pascaline, la maîtresse, effectivement, utilise une mise en réseau d'albums sur une question philosophique, dispositif dont je vais vous parler. Voilà. Alors, petit historique extrêmement rapide, hein, la philosophie avec les enfants, c'est une pratique qui se développe sous des formes très diverses. Je parlerai un petit peu des courants tout à l'heure. Ça se développe partout dans le monde. C'est vraiment un phénomène international depuis 50 ans, d'où la possibilité d'avoir pu créer en 2016 la première chaire UNESCO uniquement dédiée à cette pratique et qui coordonne un réseau international sur vraiment tous les continents. Elle est désormais préconisée dans certains programmes de l'école, je pense à la Belgique notamment, et elle est préconisée par l'ONU de façon officielle à l'horizon des programmes 2030. Donc, c'est plus si marginal que ça, hein, et en tout cas, il y a des formes aussi de reconnaissance institutionnelle, vous le voyez dans les programmes par l'UNESCO et même par l'ONU.
Un petit historique, alors tout commence par les travaux d'un professeur américain qui s'appelait Matthew Lipman, qui était professeur de philosophie et de logique à l'université de Montclair dans le New Jersey, avec un livre fondateur à l'école de la pensée. Lipman était un disciple du philosophe John Dewey, c'est-à-dire un des fondateurs de ce qu'on appelle le pragmatisme, c'est-à-dire pour une philosophie ancrée dans le réel, dans le sensible, dans l'expérience, et basée sur le modèle de l'enquête, de la recherche, de la démarche scientifique. D'où l'idée de créer, c'est l'appellation de Matthew Lipman, dans les écoles, des communautés de recherche philosophique où les enfants vont réfléchir ensemble sur une grande question qui traverse la condition humaine. Alors, les principes sont les suivants, hein. L'idée, c'est qu'on va créer une communauté de recherche philosophique qui va s'inspirer des méthodes scientifiques. On est comme à l'intérieur d'un laboratoire, hein. Vous les voyez là sur l'image, les enfants en cercle. Il va s'agir d'évaluer les idées qui sont émises par les participants. Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité, par exemple? Donc, on va évaluer voilà, cette question et les positions des uns et des autres. Donc, à partir d'une problématique, hein, qu'est-ce qu'une loi juste, qu'est-ce qu'une vie réussie, les enfants vont être invités donc à formuler des hypothèses, à déduire les présupposés, les conséquences de telle ou telle affirmation, de justifier leur opinion, de donner des exemples, d'évaluer collectivement la validité à la fois rationnelle et éthique des propositions qui sont émises par les participants. Il s'agit pour Matthew Lipman hein, de développer, alors sur le long terme, encore une fois, vous voyez, c'est très ambitieux, une pensée chez chacun des participants, une pensée qui sera à la fois critique, vigilante et créative. C'est donc d'abord et avant tout une expérience de la pensée commune qu'on propose aux enfants, qui fait le pari de développer chez chacun donc l'esprit critique par la rencontre. Alors, la rencontre avec les pairs, mais la rencontre aussi avec les œuvres. Hein, pour moi, les ateliers de philosophie sont des moments aussi de transmission par l'animateur d'œuvres, de savoir, de vocabulaire. Donc, je pense par moi-même, ça ne veut pas dire du tout penser seul. Hein, je pense avec les rencontres que j'ai faites. Et les rencontres que j'ai faites, c'est bien sûr ma famille, mon entourage, mes amis, mais aussi les livres que je vais pouvoir rencontrer et qui vont forger ma pensée. Donc, l'esprit critique de chacun par la rencontre et l'intersubjectivité. Et ambition aussi, hein, c'est que ces expériences de philosophie pourront avoir des répercussions à la fois sur l'agir et l'éthique individuelle et collective. Hein. Si j'ai le temps, en conclusion, je parlerai des enjeux politiques au sens noble du terme de ces pratiques. Alors, sur les différents courants de philosophie avec les enfants, là, Matthew Lipman, donc c'est l'école anglophone. Il se trouve qu'en France, ça fait presque 40 ans que ces pratiques sont expérimentées. Et on a vu apparaître donc des courants qui développent des dispositifs assez différents les uns des autres et qui répondent à des enjeux qui sont différents mais complémentaires. Alors, je vous les présente aussi brièvement. On a un premier courant, je mets une appellation éveil du sujet, basé sur les travaux de Jacques Lévin, qui était psychanalyste, avec un enjeu qui est surtout, je dirais, éthique et existentiel. Hein. Il s'agit pour Jacques Lévin, qui était donc psychanalyste, de faire en sorte que dans les ateliers de philosophie, l'enfant se sente reconnu comme sujet, appartenant à l'humanité. Jacques Lévin parlait de l'enfant comme d'un interlocuteur valable. Voilà. Tu te poses une grande question philosophique et il s'agit donc de dire à l'enfant que tu as le droit ici et maintenant de te poser cette question-là et nous t'accordons un temps et un espace, même très court. Hein. Ce sont des ateliers de 10 minutes, hein, les ateliers décrits par Jacques Lévin, mais où l'enfant peut librement s'exprimer sur une grande question existentielle, métaphysique. L'idée ici, c'est que l'animateur est en retrait. Il intervient très peu dans ce type d'atelier. Deuxième courant, alors là, c'est issu plutôt de l'éducation nouvelle, de l'éducation à la coopération. Je pense aux travaux évidemment de Michel Tozzi, qui a été mon directeur de thèse, ou de Sylvain Connac, dont vous devez connaître aussi les travaux. Il s'agit donc ici de s'inspirer des débats à visée démocratique. Et là, on va débattre
d'une question philosophique. Donc, il n'y aura pas de vote à la fin du débat pour savoir ce que c'est que le bonheur ou ce que c'est que la justice, mais on s'inspire donc des débats démocratiques. Là, ce sont des ateliers qui peuvent durer 45 minutes, 1 heure, et la spécificité, c'est que les élèves ont des fonctions dans l'animation de l'atelier. Donc, l'enseignant délègue en quelque sorte la co-animation avec un enfant qui va être président de séance, des enfants qui vont être reformulateurs, des enfants qui vont être journalistes, qui vont prendre des notes. Et c'est pour ça que les ateliers de philosophie ont l'appellation discussion à visée démocratique et philosophique. Enfin, un troisième courant auquel moi j'appartiens, un courant qu'on appellera plutôt philosophique, qui est plutôt porté par des professeurs de philosophie qui ont l'ambition de réfléchir à ce que pourrait être une didactique de leur discipline. Vous savez que la philosophie, je ne l'ai pas redit, mais n'est enseignée officiellement en France que dans les classes terminales des lycées généraux et technologiques, pas professionnels encore, complètement. Et donc, il s'agit de l'idée de penser, voilà, si la philosophie était une discipline qui s'enseignait un peu comme toutes les autres disciplines dès l'école élémentaire, qu'elle pourrait être un cursus, un programme, les supports, la posture de l'enseignant, les modèles de formation pour les enseignants. Donc là, c'est un courant où l'animateur est très présent, il intervient beaucoup pour aiguiller l'esprit critique, faire des demandes d'argumentation, de conceptualisation, de problématisation, amener du vocabulaire, amener des distinctions, amener même des références philosophiques. On peut tout à fait parler des auteurs, même avec des enfants très jeunes. Et là, je vous renvoie aux travaux de Matthew Lipman, d'Anne Lalanne, de Johanna Hawken, de François Galichet et à mes propres travaux. Voilà. Alors, je reviens sur cette idée que la philosophie, elle exige une rigueur intellectuelle, que l'enjeu est de développer une pensée critique, une pensée complexe. Là, quelques points de vigilance sur ce que ne sont pas les ateliers de philosophie en pointant des risques de dérive. Les ateliers de philosophie ne sont ni un café du commerce, ni une psychothérapie de groupe sauvage et non consentie. Il s'agit donc nullement d'un dépilage d'opinions personnelles, de préjugés, de contre-vérités qui ne seraient jamais examinées rationnellement et problématisées par le groupe. Il ne s'agit pas non plus, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça, pour les professeurs des écoles que je forme, ce que j'appelle une leçon de morale déguisée, je mets des guillemets, voilà. L'animateur ne doit pas faire passer un message à tout prix, aussi légitime soit-il de son point de vue ou du point de vue de l'institution, et il ne faut pas confondre éducation aux valeurs ou éducation à l'environnement ou atelier de philosophie. Je pense à toutes les questions autour de la différence, de garçon-fille, du respect, où les frontières ne sont pas toujours très claires chez l'animateur qui anime, c'est-à-dire qu'il s'agit de bien traiter philosophiquement les notions de l'atelier. Si vous avez des questions, je serais ravie de développer ces points-là. Voilà, quelques points de vigilance. Je vous mets là, alors la source, j'ai oublié de la mettre, c'est Michel Tozzi, qui a fait un petit peu faire de la philosophie. Voilà un petit peu ce que l'animateur doit avoir en tête quand il anime, en termes de compétences. Qu'est-ce qu'on cherche à développer chez les enfants et les relances. Les relances de l'animateur, elles visent l'argumentation. Qu'est-ce qui te permet de défendre cette idée? Est-ce que tu peux donner un exemple? Est-ce que tu peux illustrer, démontrer ce que tu dis? Donc, il s'agit d'arriver à construire un raisonnement convaincant, donc exigence de rationalité. Faire ma philosophie, c'est aussi viser à problématiser. Est-ce que c'est vraiment si simple? Donc, questionner ce qui semble évident, saisir les différentes thèses qui s'affrontent. Donc, une exigence d'ouverture d'esprit et de voir les différentes options, voilà, qui peuvent s'opposer pour répondre à une question philosophique. Et puis, conceptualiser. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la liberté, la justice, le bonheur, l'amour? Quels sont les attributs du concept? Utiliser des définitions et des distinctions. Et donc là, on vise une exigence de clarté et de précision. Je passe au postulat de mes propres recherches. Alors, quand j'ai découvert l'existence de la philosophie avec les enfants, c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais jeune à l'époque. Professeur de philosophie, j'en avais jamais entendu parler pendant mes études et je l'ai découvert quand je suis devenue formatrice à l'IUFM.
à l'époque, j'entends parler de l'existence de ces pratiques-là et je décide d'aller voir voilà, si, est-ce qu'on peut vraiment parler de philosophie et à quelles conditions effectivement on peut philosopher. Et j'ai commencé mes recherches avec cette hypothèse-là, avec ce postulat. On ne peut pas apprendre à philosopher sans texte, sans médiation culturelle. Éviter absolument voilà, qu'on soit trop dans le déballage du vécu. Voilà. Comment faire en sorte que des enfants, même très jeunes, mettent un peu la subjectivité, le vécu, l'expérience à distance pour pouvoir réfléchir sereinement sur une question. Et il me semble hein, parce que là, pour le coup, j'ai essayé de vérifier ces hypothèses-là, qu'on a besoin de médiation culturelle. Et c'est les enfants, les ados et les adultes hein, qui vont permettre une bonne distance affective et qui vont permettre ainsi une rigueur et une problématisation et une mise à distance affective, une bonne distance affective de la notion travaillée, qui doit être ni trop près de moi, parce que l'intime, le subjectif est trop chargé d'émotions pour pouvoir réfléchir sereinement, et puis le concept, il est trop abstrait, il faut aussi pouvoir l'incarner dans des situations. Donc évidemment, les textes classiques de philosophie, hein, si on parle de Kant, d'Heidegger, ils sont trop difficiles pour les très jeunes enfants. C'est grâce à la littérature, les arts, le cinéma, donc ce que j'appellerais plus génériquement des médiations culturelles, qu'on peut permettre à de jeunes élèves d'avancer patiemment dans cet apprentissage rigoureux. Et donc, il est nécessaire d'offrir aux enfants ce que j'appellerais donc des expériences de pensée, imagine, voilà, qui vont permettre de nourrir leur réflexion, de la mettre à bonne distance. Et ces expériences de pensée, elles peuvent être tirées d'albums jeunesse, de films, de séries, de jeux, de photolangage, etc., etc. Mais je me concentrerai ici spécifiquement à la question de la littérature. Alors, je me suis rendu compte en écrivant ma thèse, hein, c'était entre 2005 et 2008, que parallèlement au développement de la philosophie avec les enfants sous des formes extrêmement diverses, hein, que je vous ai très brièvement décrites, la littérature qu'on appelle de jeunesse contemporaine aborde désormais avec subtilité et complexité de grandes questions philosophiques et existentielles. Je vous ai mis l'image de Max et les Maxi-Monstres, hein, paru en 69 et qui fait scandale à l'époque. La littérature de jeunesse est toujours révélatrice de la façon dont une époque se représente le monde de l'enfance. Hein. C'est toujours symptomatique, si on peut dire aussi. Hein. Si vous voulez savoir comment une époque, une culture définit l'enfance, allez voir justement ce qu'on offre comme lecture aux enfants. C'est très significatif. Quand on se représente l'enfant comme une petite chose, je le mets de façon un peu voilà, générique, hein, innocente, ignorante. Vous voyez qu'il faudrait protéger au maximum des préoccupations du monde des adultes. Donc l'enfant, en quelque sorte, qu'on devrait mettre sous une bulle, ne pas lui parler de la mort, ne pas lui parler de l'injustice, ne pas lui parler du mal, essayer de le protéger au maximum de la réalité de la condition humaine. On ne va lui offrir que des ouvrages qui correspondent à cette représentation. Alors, je vous en montre quelques-uns, hein, quelques exemples d'une littérature de jeunesse fondée sur la représentation de l'innocence et de la pureté, qui sont très, très irréalistes. Hein. On ne meurt pas dans Martine, voilà. Et les textes sont très aussi explicites. Il n'y a aucun implicite, hein, pour ceux qui sont un peu au fait de la didactique de la littérature. Hein. Il n'y a pas de, ce ne sont pas des textes qu'on appelle résistants. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'interprétations possibles, donc des textes très explicites, très informatifs et qui surtout éludent toute une série de questions existentielles. Ce qui s'est passé historiquement, c'est que dans les années 60, hein, bon, je vais vite, hein, évidemment, hein, vous m'excuserez pour le schéma hein, ici est peut-être très réducteur pour ceux qui seraient spécialistes de toutes ces questions-là. Mais disons que depuis les années 60, la société contemporaine, mais grâce aux apports de la psychologie et de la psychanalyse, et notamment grâce au succès de la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, qui a été le livre de chevet de générations d'éducateurs hein, à cette époque-là, a reconnu aux jeunes enfants de plein droit le statut de sujet. Hein, vous savez que pour Freud, hein, il s'attaque à la vision rousseauiste de l'enfant, hein, qui n'a rien de pur et rien d'innocent, c'est un pervers polymorphe, c'est la formule freudienne, mais surtout disons que l'enfant est un sujet au monde. C'est pas la peine de lui cacher que la mort, que l'injustice, que le mensonge existent, il le sait, voilà, parce qu'il est un sujet.
Et en tant que sujet, il se pose des questions philosophiques, existentielles, métaphysiques, et il a besoin d'être guidé. Et comme tous les êtres humains, l'enfant a besoin d'être guidé aussi par des grands récits. Donc, les enfants ont des préoccupations existentielles intenses, et même très jeunes, ça c'est la leçon de Bettelheim, ils sont capables d'interpréter, le mot est important, il va être repris dans les programmes de littérature, hein, le mot interpréter. Les enfants sont capables d'interprétations complexes, ils sont capables de comprendre le message latent des récits, et pour dépasser non seulement leur angoisse inconsciente, hein, ça c'est le côté psychanalytique du texte de Bettelheim, mais aussi pour répondre à leurs questionnements métaphysiques profonds. Alors, on a vu donc depuis une quarantaine d'années une nouvelle éclosion dans la littérature de jeunesse avec des textes résistants, comme on le dit en didactique de la littérature, qui, c'est la formule que je vous propose, hein, abordent de façon complexe des questions complexes. Anthony Brown, Solo Taref, Tommy Ungerer, Sanda, Kitty Krauser, voilà, toute une génération d'auteurs que vous connaissez, et qui font le pari de l'intelligence, qui font le pari d'aborder des questions délicates, de les aborder de façon poétique, subtile, avec encore une fois ce pari de l'intelligibilité de très très jeunes lecteurs. Et ça, c'est repris dans les programmes de littérature en France, hein. On a vu se développer depuis 15 ans aussi un nouveau genre en littérature de jeunesse qui est tout à fait symptomatique par rapport à notre sujet, la philosophie avec les enfants. C'est-à-dire qu'on a vu arriver un genre qui n'existait pas et qui maintenant voilà, fleurit, ça pousse comme des champignons, si j'ose dire. C'est les collections de philosophie de manuels pour enfants. Manuels de philosophie pour enfants. Ça n'existait pas il y a 15 ans. Et aujourd'hui, voilà, plein de collections. Ce que je dis souvent à mes étudiants à l'INSPE, c'est que moi, quand j'ai commencé, la difficulté, c'était de trouver ce type d'ouvrage ou de ressources ou de manuels. 20 ans après, la difficulté, c'est pas de trouver, la difficulté, c'est de choisir. On est vraiment passé presque d'un extrême à un autre, de rien à une profusion. Donc, je ne parle pas de la qualité, etc. Il y en a beaucoup, c'est symptomatique. En tout cas, vous voyez de cette reconnaissance sociétale. Les enfants peuvent apprendre à philosopher. Et ces collections en sont voilà, un des symptômes révélateurs. Je termine ce panorama par 2 phrases d'auteur jeunesse que j'aime beaucoup. Celle de Philippe Corentin, « Il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. » Et c'est bien ce qu'on fait en atelier de philosophie quand on commence par la lecture d'une histoire. Et une autre phrase un peu provocatrice, mais je l'aime tellement, Tommy Ungerer, « Il faut traumatiser les enfants, sinon ils finiront experts comptables. » Bon, on va peut-être pas aller jusqu'à les traumatiser en philo. Bon, ce qu'il voulait dire en fait là, c'est-à-dire que la philosophie et la littérature, ça bouleverse. Voilà, c'est pas une séance de massage spa, hein, c'est pas forcément agréable quand on se confronte à une œuvre qui va nous bousculer, qui va nous interroger, qui va nous obliger à sortir de nos opinions. Et le travail philosophique aussi, hein, si on reprend l'allégorie de la caverne, c'est un travail qui va demander effectivement, qui va demander à ce qu'on accepte de prendre ce risque de le chemin de la pensée, d'être un peu bousculé, bah oui, dans nos évidences et nos idées toutes faites. J'avance sur la fonction de la littérature avant de vous montrer un exemple d'atelier. Alors, pourquoi la littérature pour philosopher? Alors, voilà ce que j'ai pu observer, moi, dans mes recherches, hein, les bénéfices de s'appuyer sur des récits. D'abord parce que la littérature, elle va offrir, comme je disais tout à l'heure, des expériences de pensée sur lesquelles on va s'appuyer et qui nous permettent de mieux comprendre le réel dans sa complexité. Mon expérience du monde, de toute façon, elle est forcément limitée. Il y a toute une série d'expériences humaines que je ne vivrai jamais dans ma vie à moi. Et la littérature, elle me permet de vivre par procuration toute une série d'expériences qui vont me permettre d'avoir accès à la condition humaine dans sa complexité. Hein, c'est Paul Ricoeur, que je vais citer tout à l'heure, hein, qui disait j'ai besoin de ces expériences de pensée en tant que philosophe. Par exemple, dans ma vie, j'ai jamais tué quelqu'un. Voilà une expérience que j'ai jamais vécue. Et si je veux, en tant que philosophe, réfléchir, penser sur cette expérience, je vais me plonger dans Crime et Châtiment.
et m'identifiant au tourment du personnage, je vais pouvoir revenir au réel et penser cette expérience particulière. Et évidemment, vous voyez les enfants qui n'ont qu'un vécu qui est très limité par leur année de vie, ben, lire une histoire, c'est leur permettre de plonger dans un laboratoire, voilà, c'est une expression de Paul Ricoeur que je citerai tout à l'heure, où ils vont pouvoir vivre par procuration. Si j'étais à la place d'Antigone, si j'étais à la place de Cyrano, si j'étais à la place, on va le voir, de Gigès dans le mythe, etc., qu'est-ce que je ferais à sa place? Si j'étais son meilleur ami, qu'est-ce que je lui conseillerais? Finalement, c'est quoi le bon choix? C'est quoi l'amour? C'est quoi le bonheur? Etc., etc. Bon. La littérature, elle facilite ainsi la rigueur intellectuelle des échanges et elle permet d'instaurer une bonne distance affective entre l'intime, qui est trop chargé d'affect pour pouvoir réfléchir de façon sereine, et le concept qui, lui, est trop abstrait pour pouvoir s'investir dans la réflexion. C'est une des fonctions essentielles des récits, que d'aider les êtres humains à penser le monde. Ça, c'est quelque chose qui est universel et c'est pour ça que je vous ai mis là les contes d'Afrique, les mythes de Platon, les philofables de Michel Picmal ou des œuvres plus classiques de notre patrimoine. Tous les êtres humains, ça semble être vraiment quelque chose de consubstantiel à la condition humaine. Nous avons besoin de nous raconter des histoires. Et nous avons besoin de nous raconter des histoires, non pas seulement pour nous échapper du réel, mais au contraire, pour nous aider à mieux le comprendre. Ce que j'ai mis là, les grands dilemmes qui sont soulevés par les histoires invitent à la réflexion, bouleversent les évidences et apportent de la complexité aux discussions. Ainsi, la fiction n'est pas seulement de l'ordre de l'imaginaire, je ne lis pas seulement pour m'évader du réel, mais elle dispose de ce qu'on appelle une fonction référentielle qui nous renvoie à notre expérience du réel et qui peut même nous dévoiler des dimensions insoupçonnées de la réalité. Nous avons besoin de récits pour nous permettre de mieux comprendre le réel. Et les enfants aussi. Phrase de Ricoeur que je cite toujours, que j'aime beaucoup, les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de plonger dans ce laboratoire pour explorer effectivement le royaume du bien et du mal. Et je vais vous relater une recherche que j'ai pu mener dans le cadre de la chaire UNESCO, un exemple d'expérience de pensée à partir du mythe de Platon, qui existe donc, vous le voyez, en album jeunesse, adapté. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette recherche dans un article paru dans la revue Spirale 62. Je vous présente les conditions de la recherche. Alors, c'est une recherche qui est toujours en cours. Enfin, elle est un tout petit peu arrêtée à cause de la crise sanitaire, évidemment, mais il s'agit d'expérimenter le même atelier de philosophie auprès de classes dans des contextes sociaux, culturels extrêmement différents. Vous voyez, métropole, outre-mer, Luxembourg, Monaco, Turquie, Québec, Sénégal, Bénin, Mali, Côte d'Ivoire, Égypte, Nouvelle-Zélande, Liban. Et il s'agit d'aller voir ce qu'on appelle les philosophèmes universaux, c'est-à-dire au-delà de toutes ces différences, évidemment les différences elles sont là, culturelles, sociales, économiques, entre les enfants de Monaco et les enfants du Bénin, mais est-ce que quand on aborde avec eux, à partir du même récit, des questions philosophiques, on va le voir sur la liberté, la loi, la justice, est-ce qu'on retrouve du commun quand même au-delà des différences? Voilà quelques photos des différentes classes, Monaco, Bénin, Sénégal. Ils ont correspondu aussi, les classes entre elles. Côte d'Ivoire, Nouvelle-Zélande, Liban. Je vous présente le dispositif. Alors, il s'agit d'abord de lire l'histoire, l'anneau de Gigès jusqu'à ce que. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Gigès, je vous résume l'histoire. Gigès est un berger qui, suite à un tremblement de terre, peut aller sous terre, il va sous terre, il voit le cadavre d'un géant, le géant porte à son doigt une bague en or, Gigès prend l'anneau, le met à son doigt, et assistant plus tard à une réunion avec ses camarades bergers, il découvre, par hasard, mais que l'anneau a le pouvoir de le rendre invisible. En tournant l'anneau, le chaton de la bague à l'intérieur de la main, Gigès découvre que la bague a le pouvoir de le rendre invisible quand il veut.
Donc, dispositif, lire l'histoire jusqu'à ce que Gigès découvre le pouvoir d'invisibilité de la bague. On arrête la lecture et on dit aux enfants, ados, adultes, je le fais en formation des adultes, ça a exactement les mêmes effets. 2 questions, 10 minutes de réflexion en petits groupes. À votre avis, que va faire Gigès de ce pouvoir? Un berger qui a une bague qui rend invisible, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Et 2, si vous aviez la bague pendant toute une journée, alors là, on est vraiment dans le grand laboratoire de l'imaginaire, on imagine, on peut être invisible pendant toute une journée. Qu'est-ce que vous feriez? Bon. Alors là, rapidement, je vais vous dire, alors, tous les enfants, ados et adultes du monde disent exactement la même chose. Catégorie, exemple, idées retrouvées dans toutes les classes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas aussi l'anneau de Gigès, je vous raconte la fin. Gigès, lui, il décide de tuer le roi et de prendre sa place. Bon, c'est comme ça que ça se termine. Quant au corpus qu'on a, que disent les enfants dans les ateliers? On transgresse les interdits pour soi. Voilà. On vole de la nourriture, de l'objet, de l'argent. On frôle les moyens de transport dans tous les corpus, prendre l'avion sans payer. On espionne les proches, les lieux interdits. On fait des blagues, on fait peur, voire même on se venge. Et évidemment, on se fait plaisir, on échappe aux contraintes. On ne va pas à l'école, on conduit la voiture. Bon, tout âge confondu et toute culture confondue. Ensuite, une deuxième catégorie, on transgresse les interdits, mais attention, ce n'est pas pour soi, c'est pour rendre la justice. Les Robins des Bois, on vole, mais pour redistribuer les richesses. On espionne les lieux de pouvoir, mais pour faire éclater des justices, des vérités cachées, et encore une fois, rendre la justice. Et on a le meurtre. Alors, 2016-2020, j'ai eu beaucoup Donald Trump qui représentait un danger. Au Mali, j'ai eu le président en place. Et en Turquie aussi, j'ai eu Erdogan. En France, je peux avoir Macron et Le Pen. Voilà. Dans toutes les classes, vous retrouvez, dans tous les corpus, vous retrouvez tous ces exemples-là. Donc, toutes classes et milieux sociaux, culturels confondus. Voilà, alors vous regarderez le PowerPoint en détail quand vous sera à votre disposition. Je vous ai mis des traces écrites, vous pourrez retrouver ces exemples-là. Là, on est à Creil en CE2. Là, on est à Bamako en 3e. Vous pouvez voir, tuer les présidents, voilà, mais pour la planète et pour la démocratie. Et là, on est à Istanbul. Là, ici, on a aussi, vous voyez, volé, fraudé, espionné, tué le président. Bon. On continue le dispositif et là, on a ce qu'on appelle la cueillette de questions. C'est Mathieu Lippmann qui avait formalisé ce dispositif pédagogique. Donc, suite à ce qu'on vient de vivre, voilà, on s'est imaginé invisible une journée. Regardez votre tableau, on vole, on triche pour soi, pour les autres, etc. Eh bien, formulez une question philosophique qui pourra faire l'objet d'une discussion entre vous. Alors là, les élèves, soit en petits groupes pour les plus jeunes, à partir du CM, soit pour les plus grands en individuel, ont un moment de concentration, 2 minutes, 3 minutes. Ils écrivent et ils proposent au groupe une question qu'on reformule tous ensemble. Les questions sont écrites au tableau, le groupe vote et on fait la discussion philosophique sur la question qui a été votée lors de la séance suivante. Alors, je vous montre des questions. Vous voyez, là, on retourne avec les élèves de 4e à Istanbul. La question votée, est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? Là, on est à Nouméa avec des CM2 6e. La question votée, alors, vous voyez les 3 questions qui ont été retenues. L'homme est-il bon ou méchant? À quoi ressemblerait un monde sans loi? Et qu'est-ce qu'un pouvoir juste? Dernier exemple, dans tout le corpus, là on est à Saint-Louis du Sénégal avec des CM1, CM2. Donc je vous lis les questions. Est-ce que ce serait bien si on pouvait faire tout ce qu'on veut? La 2, avons-nous besoin de loi? Et la 3, donc ils ont voté sur celle-ci, est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on fait quelque chose d'interdit? Voilà. Et quand je suis allée au Bénin, donc moi je suis venue avec ma culture, avec ce que je suis, c'est-à-dire avec le mythe platonicien, et ils m'ont offert en retour un conte béninois qui s'appelle Le planteur et la bague, que je ne connaissais pas, qui m'ont fait découvrir. Et c'est l'histoire d'un planteur qui découvre une bague qui lui donne la possibilité de faire tout ce qu'il veut en toute impunité. Voilà. Donc j'aurais envie de terminer là cette présentation d'expérience de pensée par
par cette phrase qui relève un peu, alors là c'est un peu ma casquette chère UNESCO avec les valeurs de l'UNESCO, c'est que les ateliers de philosophie permettent de faire vivre en acte aux enfants un certain idéal laïque de fraternité, c'est-à-dire qu'au-delà de toutes nos différences particulières, qu'il ne s'agit aucunement de nier, bien sûr, qu'elles soient culturelles, économiques et sociales, mais nous sommes unis par le lien de la raison et des récits, vous voyez, comme l'anneau de Gigès et le planteur et la bague, c'est-à-dire on se pose les mêmes questions, la liberté, la loi, la justice, la morale, et nous nous inventons les mêmes histoires pour nous guider dans notre quête de sens. J'ai le temps de faire la conclusion, donc il me reste 5 bonnes minutes, et puis ensuite on passera à un temps d'échange. Alors là aussi, je reviens un idéal des Lumières, voilà, dans lequel je m'inscris avec cette gravure de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Et je pense que la pratique de la philosophie avec les enfants fait écho notamment aux travaux de Hannah Arendt et à la pensée d'Hannah Arendt. Vous savez qu'Hannah Arendt, elle fait la distinction quand elle assiste au procès d'Eichmann entre l'intelligence et la pensée. Eichmann n'était pas idiot, Eichmann n'était pas ignorant, Eichmann était un être rationnel, un être poli, un être cultivé. Ça ne l'a pas empêché d'être le pire, de participer à une des pires barbaries de toute l'histoire. Et le concept de banalité du mal que vous connaissez, hein, je le résume de façon très schématique. On peut être très intelligent rationnellement, très cultivé et être un barbare. Hein. Et que Hannah Arendt, elle essaye de résoudre hein, ce qui peut paraître comme un scandale et comme quelque chose qui vient faire s'effondrer cet idéal des Lumières, à savoir que le savoir pouvait nous sauver de la barbarie. Eichmann n'était pas stupide, écrit Arendt. Hein. C'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité qui lui a permis de devenir un principal criminel de son époque. Hein. C'est ce qui marque Hannah Arendt. Eichmann est incapable de penser, incapable d'empathie aussi. Et ça fait écho aussi aux travaux plus contemporains d'une philosophe américaine, Martha Nussbaum, qui se réfère elle aussi à l'héritage de John Dewey, hein, comme Matthew Lipman. Hein, il y a vraiment une filiation hein, dans ce courant philosophique. Et elle dénonce dans les émotions démocratiques une crise silencieuse de l'éducation qui se traduit par une transformation de fond des politiques et donc des philosophies de l'école au niveau mondial et qui empêche la pensée. C'est en ce sens-là qu'il y a un héritage. Elle dit que les politiques éducatives au niveau mondial délaissent les humanités, la philosophie, les arts, la littérature et la nécessité de former des citoyens critiques, lucides et développent même à contrario une vision techniciste des savoirs et des compétences au seul service de l'adaptation de l'individu à la vie sociale et surtout à l'économie libérale. Il y a une expression d'Hannah Arendt que je n'ai pas citée. Hannah Arendt appelle de ses voeux des oasis de pensée. L'école devrait être des oasis de pensée pour pouvoir faire vivre l'idéal démocratique. Voilà, là je vous ai mis une citation de Martha Nussbaum. Je vous la laisserai la lire, qu'on puisse avoir le temps pour discuter. Toute dernière diapositive. Je reprends là le titre de Matthew Lipman. Moi, je pense que la pratique des ateliers de philosophie peut nous donner le modèle, le paradigme de ce que pourrait être l'école dans son quotidien. Hein. Pour moi, la philosophie, ce n'est pas 1 heure par semaine, ça doit insuffler la vie de l'école et de la classe. Il y a une éthique à l'élève, il y a une éthique de la coopération, il y a une exigence intellectuelle, une exigence de réflexion. Et donc, c'est toute l'école qui devrait être une école de la pensée, ce que j'appellerais moi une école philosophique. Je termine par une citation de l'UNESCO. Hein, au-delà de toute participation d'ordre médiatique à une nouvelle vague, car c'est vrai que la philosophie avec les enfants peut paraître comme une mode, l'intérêt de la philosophie pour les enfants entre dans les préoccupations fondamentales de l'UNESCO. En vue de la promotion d'une culture de la paix, de la lutte contre la violence, d'une éducation visant l'éradication de la pauvreté et le développement durable, le fait que les enfants acquièrent très jeunes l'esprit critique, on retrouve le thème de nos journées, hein, l'autonomie à la réflexion et le jugement par eux-mêmes, les assure contre la manipulation de tout ordre et les prépare à prendre en main leur propre destin. Vous aurez une bibliographie hein, pour compléter cette conférence. Et je vous renvoie aussi à la page de la chaire UNESCO où vous retrouverez toute une série d'informations, de bibliographie et aussi de ressources pédagogiques sur cette pratique.
Et je vous remercie de votre écoute et j'ai tenu mon timing. C'était miraculeux. Merci beaucoup déjà pour cette conférence et puis effectivement pour avoir été exemplaire du point de vue de la temporalité. Alors on va enchaîner avec un certain nombre de questions donc, qui ont été posées par l'intermédiaire du chat. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à en poser. Je commence pardon, par une première question un peu technique qui nous vient d'Annabelle Rambaud. Qui porte donc sur l'une des premières diapositives, celle dans laquelle vous indiquiez les différents courants. La question est la suivante: pensez-vous qu'il faut choisir un courant à suivre ou est-il intéressant de mélanger différents courants en fonction de ce avec quoi on se sent à l'aise? Mélanger, bricoler. Voilà, moi je pense que ces courants-là, ils sont complémentaires. Alors bien sûr, vous avez Jacques Lévin, Michel Tozzi ou moi, où on peut vraiment avoir développé un dispositif extrêmement spécifique. Mais je pense que vraiment sur le terrain, il faut pouvoir tester, bricoler et être en adéquation avec les objectifs qui sont ceux de ces séances. Et on peut tout à fait mixer les trois. Et je le vois vraiment dans les classes. Hein. On prend un petit peu de Lévin avec un premier moment où effectivement l'animateur va être plutôt en retrait et on laisse les représentations initiales voilà, être développées par les enfants sans intervention. Puis dans un deuxième moment, l'animateur va intervenir un petit peu plus, où on va donner quelques fonctions aux enfants, mais pas forcément toutes celles qui sont décrites par Michel Tozzi, et puis avoir un troisième temps où l'animateur va plus faire lui-même la synthèse, apporter du vocabulaire, apporter des références. Donc, ces trois courants sont tout à fait complémentaires et dans la pratique, bricoler, tester, et voilà, pour que vous puissiez être le plus à l'aise avec le dispositif que vous allez proposer avec les élèves et qui sont en adéquation, bien sûr, avec les objectifs pédagogiques. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'enchaîne sur une deuxième question qui porte davantage sur, enfin, qui vous invite finalement à revenir sur l'un des éléments que vous avez indiqué, c'est-à-dire que le fait qu'au fond, avant les classes de terminale et maintenant de première, il n'y a pas d'horaire dédié à la philosophie dans l'enseignement en France. Donc la question est la suivante, c'est une question de Jeanne Spirglass qui nous demande dans cette perspective pourquoi ne pas intégrer la philosophie aux autres enseignements et penser des prolongements philosophiques à partir des programmes. D'abord, il y a le programme de EMC, un enseignement moral et civique, hein, qui a autorisé entre 2015 et 2018 les débats, discussions philosophiques. Le mot a été retiré, on parle maintenant de débats réglés. Mais il y a dans le cadre de l'EMC déjà largement de quoi permettre de mettre en place des débats qu'on appelle philosophiques, si on a été formé aussi, hein, voilà, on reviendra peut-être sur la question de la formation. Mais en tout cas, les programmes ne l'interdisent pas dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Et sinon, oui, tout à fait. Enfin, ça va être l'objet de mon prochain livre. En plus, c'est vraiment qu'il va s'appeler Une école philosophique. Et c'est comment philosopher dans les disciplines scolaires. Parce que c'est un des propres aussi de la philosophie, c'est qu'on peut tout interroger. On peut philosopher sur l'histoire, on peut philosopher sur les sciences, on peut philosopher sur le sport, on peut philosopher sur la diversité des langues. Et on peut philosopher sur les arts, c'est-à-dire que toutes les disciplines qui sont enseignées à l'école peuvent faire l'objet d'une interrogation philosophique sur leur basement épistémologique. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Donc oui, on peut le faire aussi, notamment dans le secondaire, à l'intérieur de chaque discipline. C'est à la fois, ça dépasse toutes les disciplines et ça peut être à l'intérieur des disciplines. C'est un peu l'aspect globalisant quoi, de la philosophie. D'accord, merci beaucoup. J'essaye de regrouper plusieurs questions. Donc, par exemple, la question de François Labou, qui est vraiment une demande de précision, qui vous demande de revenir sur les raisons pour lesquelles, au moment de sa parution, Max et les Maximons sont fait débat. Mais peut-être pour l'articuler avec d'autres questions, vous avez indiqué que, au fond, lorsqu'on se confronte à ces œuvres, on n'est pas à l'abri d'une forme de bouleversement. Et il y a ici plusieurs questions, donc notamment une question de Jeanne Spirglass à nouveau, et puis d'autres questions qui arrivent après, sur la question de savoir comment est-ce qu'on va chercher à se situer par rapport donc à ces bouleversements qu'on risque au fond de produire chez l'enfant. Est-ce qu'on est certain de pouvoir maîtriser ces bouleversements, les bouleversements qu'on produit, et comment éventuellement, c'est une question d'Annabelle Rambaud un peu dans la même perspective, on parlait avec les familles,
Donc là, plutôt pour le premier degré, que dire au fond aux parents qui pourraient s'inquiéter de cette philosophie qui bouleverse les enfants? Est-ce qu'il ne faut pas craindre, en un sens, des réactions négatives des parents? Là, on rejoint les enjeux de l'école comme un lieu d'émancipation aussi, hein. Donc l'école en tant que lieu d'émancipation, c'est un lieu où l'enfant il va pouvoir être bouleversé. Alors ce bouleversement, attends, je reprends pas la formule de Tommy Ungerer, elle dit donc on va les traumatiser, hein. Tout ça se fait avec beaucoup de bienveillance, se fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de poésie. C'est pour ça que la littérature, ça met à distance aussi, hein. On rencontre des personnages qui vont vivre des dilemmes, on se met à leur place, ça bouleverse nos représentations du monde, on en discute avec les autres, on crée des repères. Dans un premier temps, la philosophie, elle bouscule, elle interpelle. Tiens, j'y avais pas pensé, voilà. Et puis on reconstruit. Après, on reconstruit dans le dialogue avec les autres. On se redonne des repères. Donc on déconstruit, on reconstruit. Et tout ça, ça se fait avec humour, ça se fait avec poésie, ça se fait avec délicatesse, ça se fait avec bienveillance. Et ça me paraît être presque un enjeu fondamental, mais de l'école elle-même, quoi, comme lieu d'émancipation où on va déconstruire, reconstruire, apprendre, transmettre, dialoguer. C'est pas propre à la philosophie, mais c'est vrai que le moment de la philosophie, c'est un moment où tout ça peut-être est un petit peu en exergue, quoi. C'est un peu. Voilà. Et donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à tout ça. Maxime Massimons, il fait scandale parce que il détonne par rapport à la production de la littérature de jeunesse de l'époque où ce sont des ouvrages qui relèvent plus de Petit ours brun, de Choupi. Et tout d'un coup, on a cet ouvrage où c'est un enfant qui voit apparaître une forêt dans sa chambre. Il désobéit. On a l'impression qu'il fait l'éloge de la désobéissance. Donc, c'est un récit qui bouleverse, qui choque, qui interpelle, mais c'est pas du tout adapté aux enfants, alors que si. Donc c'est pour ça que c'est très lié à une représentation de l'enfant. C'était l'idée, on va quand même pas lire ça aux enfants, quoi. Ben si, c'est ça qui leur plaît. Et c'est ce que dit Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées. Il dit la littérature en 1967 est extrêmement pauvre, c'est-à-dire qu'elle relève d'une représentation de l'enfant qui est un peu misérabiliste, quoi. Alors voilà, donc il y a ce côté aussi d'offrir une littérature qui soit hauteur de l'intelligence et de la sensibilité des enfants. Et c'est le même pari qu'on fait en philosophie. Ils en sont capables, mais il faut leur donner les moyens. Il y a un étayage, voilà, et c'est un travail, c'est de l'effort, mais capable. C'est pour ça qu'il y a un pari éthique, hein, et un regard particulier qui est quand même porté sur l'enfant. Alors, merci beaucoup. Je prends maintenant la question d'Amélie Chaperon, qui porte plus spécifiquement sur la manière dont on peut construire ces ateliers avec des enfants en bas âge, des enfants en école maternelle. Est-ce qu'il y aurait des conseils précis pour ce contexte singulier qui est celui de l'école maternelle, et comment notamment parvenir à procéder à une prise de recul par rapport au vécu qu'ont les enfants ici, donc les enfants des écoles maternelles? Le vécu, c'est la réponse que je l'apporte, c'est un peu toujours la même, c'est la littérature, quoi. Voilà, vraiment. Mais c'est un exercice, hein, voilà, faut que ce soit régulier, etc. Les habituer, on va discuter à partir des personnages, à partir des histoires, voilà. Et sur le dispositif, pour moi, je ne vois pas de différence de nature entre un atelier de philosophie en maternelle, en élémentaire, au collège ou même à l'INSPE. C'est des questions de degré, notamment dans le vocabulaire, la syntaxe et la problématisation, la conceptualisation des notions qui vont être abordées. Et je donne toujours les mêmes conseils à mes étudiants. Quand vous prévoyez une séance, quel que soit l'âge, quel que soit le contexte, vous prévoyez toujours du grand groupe, du petit groupe, de l'oral, de l'écrit. On voit trop l'atelier de philosophie comme un moment de discussion en grand groupe. C'est pas 1 heure en grand groupe à l'oral. Ils tiennent pas. Enfin, il y en a 3 qui tiennent. Il y en a 3 qui parlent. Voilà. Le reste, ils s'y retrouvent pas. C'est comme dans n'importe quelle autre didactique des disciplines. L'atelier de philosophie, c'est un atelier de pensée. C'est pas un atelier de parole. On peut penser sans parler et on peut parler sans penser. Donc, il faut donner aux enfants les modalités d'exercer leur pensée. Il y en a qui sont à l'aise dans la discussion en grand groupe. Ils vont prendre la parole et ils vont penser, ils vont réfléchir à l'oral. Il y en a qui, vous n'allez jamais les entendre en grand groupe. Vous les mettez en petit groupe sans la présence de l'adulte, ils vont donner leurs idées. Et puis, il y a des enfants qui sont à l'aise dans la trace écrite sur le cahier individuel ou dans le dessin. Donc, en maternelle, par exemple, je dirais, on lit un album, on discute 10 minutes en grand groupe, on fait un dessin individuel, on revient en grand groupe pour la synthèse.
Et bien, cycle 2 et cycle 3, c'est pareil. On commence par une expérience de pensée, on se met en petit groupe, comme je vous ai montré sur JGS. Allez, on s'imagine invisible 10 minutes, on revient en grand groupe, on prend les idées, on formule une question, on discute un quart d'heure, on fait une trace écrite individuelle. Donc voilà, c'est un peu des réflexes de préparation, du grand groupe, du petit groupe, de l'oral, de l'écrit, et des supports qui permettent une médiation affective. D'accord, donc effectivement, c'est intéressant puisqu'on retrouve vraiment les pratiques habituelles de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Alors, il y a une autre question qui porte plutôt sur la réaction des enfants que vous avez pu observer. Donc, comment est-ce qu'ils réagissent aux ateliers et surtout, est-ce que leurs réactions sont très différentes selon les enfants ou aussi selon les contextes qui peuvent être les leurs? Il n'y a pas énormément de différence, c'est vraiment ça qui me frappe. Hein, ça, quand je vous ai montré là sur JGS, mais à chaque fois que je le fais, je suis étonnée, mais ils disent toujours la même chose, quoi. C'est quel que soit le contexte, etc. Après, ce qu'on a pu observer, et ça c'est de la littérature scientifique, je vous l'ai dit au tout début de la conférence, il y a un rapport au savoir qui est particulier en philosophie. Alors moi, j'aime pas cette idée qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des mauvaises façons de répondre à des questions. Il y a des réponses qui sont illogiques, voilà, mais par contre, il n'y a pas une réponse possible. Il y a plusieurs réponses possibles quand on s'interroge sur une question philosophique. Donc, il y a un rapport au savoir où là, l'enseignante, quand il pose une question, il n'attend pas la réponse, une réponse. Non. Les bons élèves peuvent être un peu déstabilisés. Ça, on le sait, hein, voilà, parce que ils ont l'habitude de répondre tout de suite, voilà. Et que les moins bons élèves, dans un premier temps, voilà, ils se sentent un peu libérés de ce poids du rapport au savoir. Ça, c'est de la littérature scientifique qu'on a pu observer. Parce que voilà, le rapport au savoir, même si on est dans des démarches expérimentales en sciences, en histoire, qu'on est en situation problème, etc., à la fin, il y a quand même le réel qui tranche. Il y a quand même le résultat qui tranche, pas en philosophie. Ouais, alors effectivement, c'est un point qui est intéressant puisque c'est aussi une question que posait donc Aurélie Serre, qui demandait comment s'assurer de la véracité du discours suite à l'expérience de pensée. Je pense que la question ici, c'est au fond, si on voulait la reformuler, enfin la question se poursuit ensuite, hein, elle indique est-ce qu'il faut éviter les discours qui sont liés aux normes ou aux besoins de reconnaissance? Est-ce que ce sont des points qui sont importants? L'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est au fond comment éviter une forme de relativisme, une forme de relativisme radical. Est-ce que ça constitue un écueil? Est-ce qu'il demeure une place pour la vérité, sans néanmoins, en un sens, tomber dans l'écueil inverse qui serait finalement la parole dogmatique de l'enseignant qui viendrait donc conclure la question. Oh ouais, alors ça me fait vraiment, ça résonne vraiment aux travaux de Michel Fabre, qui a été mon co-directeur de thèse, qui a écrit un livre magnifique là-dessus, La carte et la boussole. Enfin, vraiment, c'est comment ne pas tomber dans ce qu'il appelle les deux maladies séniles de notre postmodernité, c'est le relativisme et le dogmatisme. Et je pense que la philosophie nous offre des clés à ça. Parce qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le relativisme où tout se vaut, voilà. J'entends trop souvent aussi l'idée qu'en philosophie, il n'y aurait pas de jugement. Il n'y a que ça, moi je dis. Hein. On est là pour exercer notre jugement. Et comme j'ai dit dans une des diapos que vous retrouverez, le but, c'est d'analyser la validité à la fois rationnelle, logique et éthique des propositions qui sont en cours. Tu dis ça, pourquoi tu le dis? Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les conséquences? Est-ce que tu souhaiterais vivre dans un monde où ce serait généralisable? Donc, on examine les propositions à la lumière de la raison et à la lumière de l'éthique. Et puis après, chacun peut repartir en disant « j'ai bien réfléchi et oui, moi je pense que ». Voilà. Donc, il y a différentes options pour répondre aux questions qui sont posées. Et l'idée, encore une fois, c'est de faire un travail d'analyse critique des différentes propositions qui sont en cours pour en juger effectivement la validité logique, rationnelle, scientifique. Hein, il y a des contre-vérités scientifiques qui peuvent être émises par les enfants. Là, c'est le rôle de l'animateur de dire « Attends, là, je t'arrête parce que scientifiquement, ce que tu viens de dire, c'est pas juste ». Le légal est jamais un argument en soi. On peut dire, ce que tu viens de dire là, on est bien d'accord. Hein, dans le pays dans lequel on vit, c'est strictement interdit. Hein. Bon, on est d'accord avec ça. Ok, d'accord. Donc, bon. Donc, rappeler la rigueur scientifique, le cadre législatif. Et à l'intérieur de ce cadre-là, c'est encore une fois, c'est de développer son esprit critique. Alors, je me permets d'introduire en philosophie, hein, je dis
Un élève peut défendre une proposition qui, de votre point de vue, semblera complètement immorale. Hein. Sur le JGES, parce que j'ai souvent assisté à ça, par exemple, qu'est-ce qui peut m'empêcher de transgresser les interdits quand je suis tout seul? Il y a des enfants qui disent, mais si j'avais la possibilité de voler dans la vraie vie et de ne pas être pris, mais bien sûr que je le fais. Quand un enfant défend ça, s'il le pense, c'est-à-dire que rien ne m'empêche de transgresser les interdits. C'est d'ailleurs la position de Glaucon, qui est un des interlocuteurs de Socrate dans l'Anneau de Gégès, qui dit, mais regarde, hein, si les hommes avaient la possibilité de faire tout ce qu'ils voulaient, ils se précipiteraient vers le mal. Puis il y a des enfants qui vont dire, ouais, mais non, enfin, il y a Dieu qui nous voit. Ah, croyance. Puis d'autres qui disent, ben non, mais moi, je sais que c'est pas bien, quoi. Je serais trop mal après, mais mal avec moi-même. Donc, vous voyez, différentes positions peuvent être soutenues par les enfants. Le plus important, c'est de faire ce travail d'analyse critique. Alors, justement, peut-être pour poursuivre cette réflexion, là, c'est une question personnelle que je me permets. Parfois, on pourrait peut-être décrire les choses en faisant intervenir la distinction entre la substance et la procédure. Peut-être que la procédure, ce serait justement le processus qui amènerait à être de plus en plus à l'aise avec la justification, par exemple, de propositions, donc avec les différentes procédures argumentatives, au fond. La question que je pose, en fait, c'est au fond la finalité des ateliers philosophiques. Est-ce qu'il se situe davantage du côté de la procédure ou davantage du côté de la substance qui serait, elle, la bonne réponse, au fond, à la question, ou est-ce que cette opposition entre substance et procédure, elle est, au fond, trop radicale? Non, c'est clair que historiquement, la philo avec les enfants, on est sur la procédure. On est ce que Lippmann appelait les habiletés de pensée. C'est comme ça qu'il l'appelle, la pensée critique, la pensée vigilante, la pensée créative. Hein, on est là. C'est plus joli que le mot compétence, qui a été un peu dévoyé, etc. Je n'aime pas trop employer. Donc, le mot d'habileté de pensée et donc de procédure, comme vous dites, est plutôt justifié. Il n'empêche que, moi, je pense de plus en plus qu'il peut y avoir aussi de la substance, dans le sens où il y a des distinctions qu'on peut amener dans les ateliers de philosophie qui peuvent être des vrais objectifs philosophiques. La différence entre accidentel et essentiel, la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime, ça peut être des objectifs de la part de l'enseignant. C'est-à-dire que je veux faire en sorte que mes élèves fassent la distinction entre le légal et le légitime. Donc voilà, et les deux me paraissent tout à fait complémentaires. Hein. Et c'est comme la culture des auteurs. Hein. Moi, je me promène toujours avec mes petites marionnettes. Je les ai même là. Regardez, j'ai Kant avec moi, j'ai Platon avec moi. Et quand ça s'y prête, moi, j'aime beaucoup dire aux élèves, mais alors, ce que vous dites là, c'est formidable. Ouais, Platon, voilà, ouais, c'est formidable. Il faut toujours dire la vérité. Tu sais, philosophe, là, voilà, ça s'appelle Kant. Et ça fait partie pour moi des objectifs qui sont légitimes quand on est en philosophie. C'est une discipline comme les autres. Et je dis aux professeurs des écoles, de la même façon que pour enseigner les sciences, pour enseigner l'histoire, pour enseigner les arts, il n'y a pas besoin d'être expert comme professeur des écoles, d'être agrégé d'histoire pour enseigner l'histoire à l'école élémentaire, mais par contre, vous avez une formation qui est à la fois disciplinaire, didactique et pédagogique. Bien, je pense que la philosophie, on doit avoir le même discours. Mais pour animer un atelier de philosophie, il faut une formation évidemment pédagogique, didactique, mais aussi des contenus. C'est aussi une discipline avec des normes, une histoire. Mais ni plus ni moins qu'une autre discipline scolaire. Hein, donc, ça, c'est pour aussi un professeur des écoles est tout à fait légitime s'il a reçu la formation qu'il reçoit exactement comme les autres disciplines qu'il enseigne. Ni plus ni moins. C'est la position. Pardon. Alors, je vais peut-être poser une dernière question puisque l'heure tourne, il est déjà 15 heures. Alors, la question, au fond, est à nouveau la mienne. En fait, j'aimerais savoir, à votre avis, quels sont les effets qu'on pourrait attendre de cette pratique de la philosophie dès le plus jeune âge, si on essayait de faire une expérience de pensée, et donc si cette pratique existait sur le long terme, à grande échelle, à l'échelle nationale par exemple, donc si elle était largement développée, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre, et en particulier qu'est-ce qu'on pourrait en attendre pour la qualité de notre vie démocratique. Donc ça, c'est ma question que je
j'accole à une autre question qui a été posée donc, dans le chat par Benoît Hergély, qui pose la question de savoir si tous les enseignants, au fond, ne devraient pas être formés à cette pratique, au-delà de la formation disciplinaire comme formation pédagogique. Alors, je réponds oui tout de suite à la deuxième. Hein. Ça ne vous étonnera pas, bien sûr, parce que je pense que justement, quand on… Et bon, c'est pas que je pense, hein, c'est qu'il y a aussi une littérature aussi. C'est-à-dire que les enseignants qui se mettent à la pratique de la philosophie avec les enfants disent quasiment tous « je ne fais plus la classe comme avant ». Hein, c'est vraiment cette idée que c'est une posture philosophique, voire un esprit philosophique hein, qui insuffle la classe et la vie de la classe. Et quant aux effets, ben, c'est comme tous les effets un peu ambitieux de l'école, là encore une fois comme institution émancipatrice, il faut être à la fois ambitieux et humble, très ambitieux dans les effets et humble sur la réalité des effets qu'on peut avoir. Hein, comme acteur de l'école, qui n'est pas seul dans la société, enfin voilà, qui est aussi un miroir de la société dans laquelle on vit. Par contre, oui, je pense que la philosophie, c'est un levier pour l'esprit critique, c'est un levier pour une citoyenneté éclairée, c'est un levier pour lutter contre le dogmatisme. Hein. Matthew Lipman insistait sur le fait que dans le rapport au savoir qu'on a en philosophie, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse objective possible, ça génère ce qu'il appelle de la faillibilité. Et ce qu'on appellerait plus, nous ici, la vulnérabilité. C'est normal de ne pas savoir, c'est normal de douter, c'est normal de se remettre en question, on a le droit de changer d'avis. Et ça, c'est quelque chose qui serait extrêmement porteur dans la vie démocratique. Hein. Ni relativisme, ni dogmatisme, ambition et humilité et acceptation de sa vulnérabilité. Bon, voilà, après, comme toute pratique hein, à l'école, ambition et humilité. Mais quand on est des militants, des chercheurs et des militants pédagogiques sur le terrain, hein, je pense qu'il faut être porteur de cette ambition. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne conclusion finalement. On va s'arrêter là. Je remercie donc évidemment Eddy Chirouter, qui est maître de conférence, je le rappelle, et habilité à diriger des recherches à l'Université de Nantes. Et je remercie également l'ensemble des participants.